Elon Musk a un plan indéniablement ambitieux pour coloniser Mars. Il a même construit un vaisseau spatial gigantesque, sans équivalent jusqu'à présent, pour y parvenir. La vision est audacieuse et inspirante, mais lorsqu'on examine les détails, la physique, l'ingénierie et la logistique, beaucoup de points restent encore flous. Des experts ont mis en évidence plusieurs failles critiques qui soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la faisabilité du projet. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement dans l'approche actuelle de SpaceX pour coloniser Mars? Et comment pourrait-on la rendre plus viable? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. La personne qui a récemment souligné des défauts majeurs dans le plan de colonisation de Mars de SpaceX est le docteur Robert Zubrin. Il est président de Pioneer Astronautics, une entreprise de R&D aérospatiale basée à Lakewood, dans le Colorado, ainsi que fondateur et président de la Mars Society, une organisation internationale dédiée à la promotion de l'exploration et de l'installation humaine sur Mars par des initiatives publiques et privées. Zubrin étudie les missions humaines vers Mars depuis des décennies, bien avant qu'Elon Musk n'annonce publiquement ses ambitions pour la planète rouge. Avec un tel parcours, ces critiques ne peuvent pas être ignorées à la légère. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement dans le plan martien actuel de Musk ? Selon Musk, l'un des principaux objectifs de la colonisation de Mars est de créer une métropole autosuffisante qui préservera la lumière de la conscience en cas de catastrophe sur Terre. Sa vision repose sur le lancement de milliers de Starships afin de transporter rapidement 1 million de personnes vers Mars. Mais Zubrin affirme que cette vision est fondamentalement erronée. Une civilisation humaine sur Mars ne peut pas être établie sur le modèle du débarquement de Normandie, en déposant d'un seul coup des centaines de milliers de colons sur un rivage hostile. Lors de l'invasion de la Normandie, les troupes alliées pouvaient être ravitaillées en continu depuis l'Angleterre toute proche, grâce à des Liberty Ships transportant chacun 10 000 tonnes de cargaison, traversant la Manche en quelques heures. À l'inverse, chaque Starship ne pourra transporter qu'environ 100 tonnes de cargaison vers Mars, et le voyage dure de 6 à 8 mois, dans un seul sens. Cela signifie que toute colonie martienne de grande ampleur serait extrêmement difficile, voire impossible à soutenir depuis la Terre. Pour qu'une telle colonie réussisse, les infrastructures nécessaires pour nourrir, vêtir, loger et soutenir sa population doivent déjà être en place. Cela implique de développer l'agriculture et l'industrie sur Mars avant l'arrivée d'un grand nombre de personnes. Selon Zubrin, Mars doit être colonisé de manière organique, à l'image de la colonisation initiale de l'Amérique. De petits groupes de pionniers établiraient d'abord des fermes et des industries de base, posant les fondations permettant l'arrivée progressive de vagues de colons plus importantes. Il ajoute également qu'il est peu probable qu'une civilisation martienne débute sous la forme d'une métropole d'1 million d'habitants. Historiquement, des villes de cette taille ne sont devenues courantes qu'après l'invention des systèmes de transport à longue distance, comme les chemins de fer. Sur Mars, il serait plus réaliste d'imaginer de nombreuses petites villes réparties sur la planète, chacune située près de ressources spécifiques, avec des populations allant de quelques milliers à peut-être 50 000 habitants, à l'image de la Florence de la Renaissance, qui fut un centre culturel majeur à son époque. Enfin, Zubrin souligne qu'aucune civilisation martienne, quelle que soit sa taille, ne pourrait survivre à l'effondrement total de la civilisation sur Terre. Les sociétés technologiquement avancées reposent sur une division du travail vaste et complexe, quelque chose qui ne peut pas être reproduit instantanément hors de la Terre. Comme le dit Zubrin, nous n'allons pas sur Mars pour abandonner l'humanité, nous allons sur Mars pour la renforcer, pour accroître considérablement notre capacité à relever les défis futurs, en créant de nouvelles branches de civilisation hautement inventives. Entrons maintenant dans certains aspects plus techniques du plan de mission martienne de SpaceX. Selon SpaceX, la mission commencerait par le lancement d'un Starship en orbite terrestre basse, transportant environ 100 tonnes de cargaison.
Une fois en orbite, il serait ravitaillé avec environ 600 tonnes de méthane et d'oxygène liquide, livrés par 6 Starship citernes supplémentaires. Avec ce carburant, le Starship pourrait emprunter une trajectoire de type conjonction vers Mars d'une durée de 6 mois, freinée par aérodynamique pour entrer en orbite martienne, puis se poser à la surface. Après l'atterrissage, le Starship servirait d'habitat pour un équipage important pendant environ 1 an et demi. Durant cette période, il serait ravitaillé en carburant à partir des ressources martiennes. Plus précisément, le propergol serait produit en extrayant le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne et en le combinant à de l'eau via la réaction de Sabatier, produisant environ 600 tonnes de méthane et d'oxygène. Cela suffirait à alimenter le voyage de retour vers la Terre en transportant l'équipage et environ 10 tonnes de cargaison. Cette approche présente des avantages évidents. L'utilisation d'un seul vaisseau pour l'ensemble de la mission réduit la complexité et simplifie la planification et les opérations. La capacité de charge utile est également énorme par rapport aux concepts concurrents. Bien que Musk envisage à terme d'envoyer 100 colons par vol, ce chiffre n'est pas réaliste pour les premières missions. En revanche, un équipage d'environ 20 personnes pourrait raisonnablement être accueilli. C'est environ 4 fois plus que ce que proposent la plupart des autres concepts de missions martiennes. De plus, tous les membres de l'équipage atterriraient sur Mars, où ils pourraient contribuer activement à l'exploration, bénéficier de la gravité et recevoir une meilleure protection contre les radiations que s'ils restaient en orbite. Il s'agit d'un changement majeur par rapport aux missions traditionnelles de type NASA, qui laissent souvent une partie de l'équipage en orbite à bord d'un vaisseau mère. Dans ces cas-là, les astronautes en orbite passent de longues périodes en apesanteur, exposés aux radiations cosmiques, avec peu de tâches à accomplir en dehors de la surveillance des systèmes. Le concept de SpaceX évite cela en maintenant l'intégralité de l'équipage à la surface, où il est à la fois plus utile et mieux protégé. La mission évite également les manœuvres complexes de rendez-vous en orbite martienne lors du retour, ce qui réduit considérablement les risques. Cependant, aussi prometteur que ce plan puisse paraître, Zubrin souligne plusieurs obstacles techniques majeurs, en particulier liés à la taille du Starship et aux exigences de production de carburant de retour sur Mars. Pour fabriquer les 600 tonnes métriques de propergol nécessaires en seulement 18 mois, une puissance constante d'environ 600 kW serait requise. Répondre à cette demande avec l'énergie solaire nécessiterait un champ de panneaux couvrant environ 60 000 m², une surface supérieure à celle de 13 terrains de football, et pesant environ 240 tonnes métriques. Le simple transport de cette infrastructure vers Mars exigerait au moins 3 lancements distincts de Starship. Le déploiement et la maintenance d'une ferme solaire d'une telle ampleur à la surface martienne représenteraient également un défi colossal. Zubrin soutient qu'une solution bien plus pratique serait l'utilisation de l'énergie nucléaire. Un réacteur nucléaire compact pourrait fournir l'énergie nécessaire sans recourir à des installations solaires étendues. Mais cela pose un problème. Les réacteurs nucléaires adaptés au vol spatial nécessitent de l'uranium hautement enrichi ou du plutonium, des matériaux strictement contrôlés en raison de leur double usage potentiel. Cela implique que l'intervention des gouvernements n'est pas seulement probable, mais indispensable. Il s'agit d'installer des réacteurs nucléaires sur une autre planète. Ce n'est pas quelque chose que des entreprises privées peuvent ou devraient gérer seules. Alors, que propose Zubrin à la place? Il suggère de commencer plus modestement, en particulier avec un nouveau véhicule qu'il appelle le Starboat. L'idée est de reprendre le design actuel du Starship de SpaceX et de le réduire d'environ 1 facteur 5 en masse. Malgré sa taille plus réduite, ce véhicule pourrait corriger bon nombre des faiblesses de l'architecture martienne actuelle de SpaceX. Les avantages commencent par la flexibilité. Un Starboat pourrait revenir directement de la surface martienne vers la Terre avec seulement 120 tonnes de propergol.
Alternativement, il pourrait effectuer un rendez-vous en orbite martienne basse avec seulement 50 tonnes de carburant, permettant à un seul ravitailleur orbital de soutenir jusqu'à 5 vols de retour de ce type. Il pourrait également être lancé en orbite terrestre entièrement ravitaillé par un seul Starship et envoyé directement vers Mars avec 5 tonnes de cargaison, sans aucun ravitaillement en orbite terrestre. Avec un seul ravitaillement en orbite, il pourrait transporter 25 tonnes. Cela contraste fortement avec le plan actuel de SpaceX, qui exige le lancement de 7 Starships de taille normale, le vaisseau de mission plus 6 citernes, au cours d'une seule fenêtre de lancement pour soutenir un seul vol. Si le Starboat était utilisé comme transport interplanétaire, la taille de l'équipage devrait être réduite d'une vingtaine de personnes à environ 4 ou 5. Cette réduction, selon Zubrin, correspond davantage aux premières missions, qui seront principalement consacrées à la mise en place des bases nécessaires avant la construction d'une infrastructure complète. Une autre configuration possible consisterait à stationner un Starship de taille normale habité en orbite martienne et à utiliser le Starboat uniquement comme navette entre la surface et l'orbite. Dans ce cas, la mission pourrait toujours transporter un équipage de 20 personnes et 100 tonnes de cargaison vers la surface à l'aide du Starship standard. Le Starboat plus petit ne servirait qu'à l'ascension relativement courte depuis Mars vers l'orbite, ce qui signifie que l'équipage n'aurait à supporter des conditions plus exiguës que pendant le bref segment de retour. Grâce à sa taille réduite, le Starboat pourrait effectuer cette ascension avec seulement 40 tonnes de propergol, une solution bien plus efficace que l'utilisation d'un Starship de taille normale pour la même tâche.